Bonjour, donc moi je vais vous faire une présentation qui va être un peu décalée puisqu'on a écouté avec intérêt toutes ces conférences de géologie, et là je propose un pas de côté pour s'intéresser un petit peu à une problématique liée directement à l'enseignement et à celui de la classe de terrain en fait dans l'enseignement des sciences de la Terre. Alors ce sont des travaux, l'idée c'est de proposer un peu le parcours de recherche qu'on a conduit au sein de l'équipe Eductis S2HEP de 2005 à aujourd'hui, où on a essayé de réfléchir à des démarches innovantes pour la classe de terrain en fait. Alors Éric Sanchez est très directement impliqué dans ces travaux, il a été associé à cette présentation mais n'a pas pu être présent avec nous. Alors, mon exposé sera en 4 points. Le premier point, en fait, c'est de resituer un petit peu la classe de terrain comme modalité pédagogique pour l'enseignement des sciences de la Terre. Alors, la classe de terrain, c'est une attente institutionnelle. Elle est au cœur des programmes, et quand on regarde les programmes de la classe de terminale scientifique, on parle de sortie géologique, et cette sortie est directement liée à l'idée d'une pédagogie active, fondée sur le concret, à la démarche d'investigation, à l'approche de la complexité des situations réelles, des activités pratiques, de la construction des compétences. Et on voit que si on rentre dans le thème du domaine continental et sa dynamique, ce qui a retenu l'attention depuis ce matin, en fait, elle est présente. Il y a l'idée de recenser, d'extraire, d'organiser des données de terrain, entre autres, lors d'une sortie. Alors, cette modalité en fait pédagogique, quand on regarde, on l'a retrouvée dans les programmes précédents, puis les précédents encore. En classe de première S, c'est intéressant de souligner que justement on ne parlait pas de sortie géologique, en fait, on parlait de classe de terrain dans le programme précédent, et elle était vraiment inscrite dans le programme, c'est-à-dire qu'il y avait une sortie obligatoire en fait que les enseignants devaient organiser. Elle était reliée, en fait, elle devait être inscrite dans le cadre d'une démarche scientifique et elle permettait l'accès au réel. Si on regarde finalement le terrain comme lieu d'apprentissage, ce n'est pas une innovation en fait. On voit que Rabelais, dans la bouche de Ponacrotès, promouvait déjà une méthode d'enseignement qui conduit à effectuer des promenades avec son élève. Donc le réel, l'accès au réel et le terrain comme source d'apprentissage, c'est quelque chose qui est ancré dans l'enseignement finalement depuis très longtemps. Alors nos travaux, ils ont été initiés par une enquête qu'on a eu l'occasion de conduire en 2005, où on essayait de sonder les objectifs, les pratiques des enseignants lorsqu'ils amènent leurs élèves sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait. Et quand on regarde les objectifs et les pratiques, on note un certain nombre de paradoxes. Il s'agissait pour les enseignants de conduire une démarche d'investigation, mais en fait, dans les pratiques, les activités qui étaient proposées étaient très guidées. Il s'agissait de construire des connaissances, mais en fait, l'articulation dans les pratiques entre les activités dans la classe et les activités sur le terrain était assez étanche. Le travail de groupe fait partie d'un objectif qui était par exemple un objectif fort, mais on se rend compte que dans les pratiques, en fait, la classe restait une masse un peu collective. Il y avait cette envie d'objectifs de formation technique, mais les activités techniques proposées étaient extrêmement réduites. Donc toute une série de paradoxes, et l'idée majoritaire qui ressortait, c'était que la classe de terrain, elle était là pour se confronter au réel et pour découvrir, avec un peu l'idée qu'il fallait mieux amener ses élèves avant de faire le cours, et sur le terrain, on allait leur montrer les choses et puis on allait comme ça construire des connaissances. Alors, face à ça, on voit qu'il y a un risque majeur, en fait, c'est l'idée d'un cours magistral en plein air, avec un professeur, un objet géologique à étudier, et puis un ensemble d'élèves qui prennent des notes, et le terrain qui n'est là que pour créer une ambiance, en fait. Alors, je caricature très fortement le trait, mais c'est un peu l'orientation quand même qui ressortait de notre enquête. Alors, à partir de là, nous, on s'est intéressé à réfléchir pour proposer des pratiques innovantes et renouveler un petit peu l'enseignement dans la classe, de redonner une autre place à cette classe de terrain dans le cadre de l'enseignement des sciences de la Terre. Alors, je vais vous présenter un petit peu la méthodologie, sur quel type de méthodologie on s'appuie, mais je vous ai mis cette photo pour dire que dans notre équipe, on s'appelle Eductis, on s'intéresse aussi aux usages des TIS pour les apprentissages, mais que pour nous, technologie n'est pas du tout synonyme d'innovation. On voit sur cette image, cette photo un peu caricaturale, où on est dans un avion, en fait, pour un enseignement de géographie, mais finalement, on a rapporté les pupitres, on a rapporté les cahiers, on a rapporté le globe, et le fait d'être dans un avion, sur ce moment-là, on peut se demander, en fait, quel est l'enjeu.
Donc, on entre de façon forte, je vais essayer de vous présenter nos méthodologies, en fait notre recherche en lien avec la pratique. Alors, la recherche que l'on conduit en fait dans notre équipe, c'est une recherche qui est fondamentale dans le sens où il y a un souci d'élaboration théorique, mais elle est finalisée parce qu'elle a des visées pragmatiques un souci de retomber sur le terrain et comment ça peut effectivement marcher sur le terrain. Donc cette articulation recherche-pratique. Et les objets étudiés, les situations d'apprentissage, une situation d'apprentissage, c'est complexe. Si on se met dans le cadre de la classe de terrain, mais il s'agit d'articuler la classe, d'articuler le terrain, de travailler sur des objets qui sont complexes, d'utiliser des technologies. Donc, en fait, il est difficile, dans le cadre d'une situation d'apprentissage, d'isoler un facteur et de regarder, de le faire varier, de regarder ce qui va se passer. Donc, ça implique, en fait, des approches systémiques. Donc les méthodologies qu'on développe sont des méthodologies de type Design-Based Research qui vont avoir un certain nombre de caractéristiques. L'une des caractéristiques fortes, c'est la collaboration en fait, entre chercheurs et enseignants. C'est-à-dire que les enseignants sont directement impliqués dans nos recherches et c'est un travail de co-conception et de co-analyse en fait, qui va se mettre en place, ce qui implique d'avoir des praxéologies partagées, des praxéologies, c'est-à-dire des pratiques et des discours sur les pratiques en fait, qui soient partagés. Alors, pourquoi on peut conduire ce type de recherche dans le cadre de l'IFE? C'est parce qu'il y a des enseignants qui sont associés à l'IFE. Donc, c'est une reconnaissance institutionnelle de ces enseignants de travailler dans le cadre de la recherche. Leur travail est reconnu par une attribution d'HSE. Et se développe au sein de l'IFE des LEA, c'est-à-dire des lieux d'éducation associés. Ce sont des établissements, des réseaux d'établissements, voire d'autres choses plus larges, mais restons ici dans le contexte. Et on travaille sur des problématiques en fait, qui émergent du terrain. Et il y a un conventionnement qui va faciliter en fait, le travail entre les uns et les autres. Et puis pour terminer, il y a des personnes comme moi, qui sont enseignants du secondaire, qui sont certifiés, agrégés, et puis qui sont engagés dans des travaux de recherche, qui sont engagés dans un travail de thèse, qui ont des doctorats, et qui jouent le rôle un peu de brokers, de courtiers, c'est-à-dire qui connaissent l'enseignement, puisqu'ils l'ont pratiqué pendant un certain nombre d'années, mais qui aussi connaissent le monde de la recherche, puisqu'ils sont impliqués dedans depuis un certain nombre d'années, et qui jouent un peu ce rôle de lien entre les deux. Les expérimentations qui sont conduites sont diverses, elles donnent lieu au type de recueil de données des sciences de l'éducation. En l'occurrence, là, elles peuvent se dérouler comme en bas à droite sur le terrain où la jeune fille a un enregistreur pour comprendre les dialogues qu'elle va avoir avec ses camarades. Il y a des enregistrements vidéo. Mais une particularité de l'équipe, c'est aussi d'avoir des traçages informatiques. C'est-à-dire que dans les outils informatiques, il y a une couche qui permet de comprendre les interactions de l'élève en fait, avec l'artefact. Une dernière caractéristique forte, c'est qu'en fait, cette recherche, elle s'inscrit dans un processus itératif. Donc, en fonction d'un cadre théorique donné, partagé, il y a des hypothèses qui sont proposées, il y a des activités de conception de situation de classe, d'expérimentation, et puis les analyses conduisent à rectifier, modifier, revoir les hypothèses, et ça rentre dans un processus itératif, de façon à voir finalement les apprentissages qui peuvent être en jeu. Alors ce sont des types de recherche qui ont différents objectifs en fait, heuristiques puisqu'elles participent à une élaboration théorique qui permet de tester des innovations mais avec un souci pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut que ça s'inscrive dans le champ de l'enseignement et puis ça permet un développement professionnel des acteurs, que ce soit les enseignants ou les chercheurs aussi. Alors, à partir de ce type de méthodologie, en fait, on a essayé de regarder quel type de démarche on pouvait proposer pour l'enseignement des sciences de la Terre et je vais vous présenter ce qui a été initié en fait en 2005-2008, les résultats en fait des recherches qui ont été conduites. Pour les élèves sur le terrain, une difficulté majeure, en fait, c'est de pouvoir articuler le réel, les observations qu'ils vont faire avec la théorie, les connaissances. Christian Orange souligne la difficulté majeure des élèves à relier, d'une part, à construire un registre empirique et à le relier à ce registre théorique. Donc, on a proposé dans nos démarches d'investigation de remettre en fait le modèle au cœur des démarches d'investigation.
en s'appuyant sur le fait d'un modèle qui est intermédiaire entre justement cette théorie et le réel qui permet de les relier, et puis de donner en fait au modèle une fonction d'outil pour l'investigation scientifique. Donc à partir de là, on a construit un scénario d'une classe de terrain. Donc là, je vous parle d'une expérimentation qui a été conduite en terminale S sur l'ancien programme, puisque je parle d'une période qui est entre 2005 et 2008. Et au lieu d'aller sur le terrain et dire on va regarder tout ce qu'on peut et puis on va essayer de reconstruire en montrant que les Alpes sont une chaîne de collision, c'est plutôt de voir en quoi les Alpes sont une chaîne de collision. Donc une classe de terrain en 3 temps qui se calque sur le contexte réel de l'enseignement avec des temps de préparation et d'exploitation qui sont relativement courts, de 2 heures, et une classe de terrain de 2 jours sur le terrain. Donc cette classe de terrain, finalement, elle se déroule en 3 temps, un temps de préparation où il était proposé aux élèves un modèle d'une chaîne de collision avec une représentation de ce modèle scientifique en 3 étapes, d'accrétion, de subduction, de collision. Et les élèves avaient un travail d'analyse de ce modèle, de comprendre les propriétés, de comprendre les caractéristiques de ce modèle, de façon à en dégager un protocole d'observation sur le terrain. J'exemplifie par un tout petit élément. Par exemple, dans la phase de subduction, le plongement de la lithosphère est mis en relation avec un métamorphisme lié à la subduction. Et de là, les élèves peuvent faire des prévisions, en fait, s'appuyer sur ce modèle pour faire des prévisions en termes de traces qui sont observables aujourd'hui à différentes échelles. Par exemple, à l'échelle des roches et des minéraux, on va voir des métagabbros, des métabasaltes, de facètes, schistes bleus, éclogites, possibilité d'auréoles réactionnelles. Donc, un travail de prévision de ce qui peut être observé. Ensuite, un croisement avec des cartes géologiques. Où est-ce qu'on peut l'observer? Par où je peux passer? Comment je vais m'orienter? Tous les problèmes donc, qui sont liés. Sur le terrain va être essentiellement centré sur la collecte des données, mais la collecte des données qui sont liées à ce modèle et au protocole d'observation qu'on a pu réaliser. Alors on s'est attaché à explorer aussi des activités de terrain qui soient diversifiées. Et ce travail de conception de protocole d'observation permet en fait de donner davantage d'autonomie aux élèves. Les élèves ont pu travailler par petits groupes, des activités qui sont difficilement envisageables au lycée selon les méthodes, selon le type de démarche qu'on emploie. Ils ont par exemple au sommet du Chenaillet, mais pour ceux qui connaissent de l'autre côté, pas là où on monte avec des petits cailloux blancs, du côté du col du Séroux, ils ont fait une cartographie par petits groupes des roches rencontrées. Et dans un 3e temps, en fait, l'exploitation de la classe de terrain, son axe principal, c'est de confronter ces données, ce registre empirique qui a été constitué, en fait, au modèle. Donc il s'agit en fait de traiter les informations, de les donner, de traiter les données et de les confronter au modèle et de mettre un lien d'argumentation en fait entre le modèle, les données empiriques qui ont été recueillies. Et les élèves peuvent du coup instancier leur modèle, identifier des limites. Alors cette démarche pédagogique en fait d'investigation scientifique qui a été proposée, on voit qu'elle est ancrée sur le modèle, que les différentes tâches qui sont proposées aux élèves en fait sont contraintes par le modèle. Et les grandes flèches qui sont autour montrent qu'en fait ce travail, comme toute démarche scientifique, il y a des allées et des retours en fait, qu'elle n'est pas linéaire. Un moment intéressant par exemple, lors de la collecte des données sur le terrain, je parlais du col du Souriou, les élèves étaient sur le terrain à la recherche d'une ophiolite, à la recherche de traces de croûte océanique, mais ils avaient dans la tête le modèle de croûte océanique qu'ils avaient appris en classe de première S, donc ils étaient à la recherche de gabbros, de complexes phyloniens, sauf que là sur le terrain finalement ils ont trouvé des basaltes au contact de la péridotite. Donc ils ont pu remettre en question le modèle qui était pour eux la connaissance de l'ophiolite de la croûte océanique. J'oublie ce que je voulais dire. D'autre part, on a étudié l'apport du numérique dans le cadre de cette démarche. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Donc elle apporte des choses en termes de recueil, d'analyse
données, d'orientation dans l'espace. Et si on remet ça dans le contexte, on a démarré en 2005. En 2005, les outils grand public, c'était le début des SIG. Il n'y avait pas les outils grand public dans le cadre de l'enseignement. Il n'y avait pas les globes, c'était le balbutiement des globes virtuels pour le grand public. Donc on avait développé une application en fait qui permettait de retrouver des fonctionnalités qui sont totalement basiques en fait aujourd'hui, mais qui n'étaient pas à disposition en fait dans le cadre de l'enseignement. On a continué à explorer progressivement ces outils et on a essayé de voir dans quelle mesure en fait on pouvait transporter aussi ces outils sur le terrain. Donc ça a commencé par des choses avec, comme vous voyez en haut au milieu, des grosses batteries parce que les ordinateurs perdaient tout de suite leur énergie, des outils qui étaient assez éclatés parce que le GPS, la webcam était extérieure à l'ordinateur, pour glisser progressivement sur une intégration de ces outils qui permettent un nomadisme et qui permettent une continuité entre le travail qui est fait dans la classe et qui est fait sur le terrain. Donc la photo en bas à droite étant l'utilisation en fait d'un smartphone dans le cadre d'une classe de terrain qui a eu lieu l'année dernière. Et c'est donc des travaux qui sont engagés aujourd'hui dans un projet qui s'appelle Tectileo, qui est l'usage des surfaces tactiles pour l'enseignement des sciences. Donc parallèlement, les outils numériques, les outils de la géométrie ont bougé de façon très très importante sur ces dernières années. Donc on a constitué en parallèle l'Observatoire des pratiques géomatiques qui avait pour enjeu de suivre un petit peu le développement de ces usages, le développement de ces outils. Il s'est transformé depuis 2 ans en GeoMedia Lab, qui est un peu les mêmes finalités, c'est-à-dire qu'il y a une liste de diffusion, il y a une veille, il y a eu des journées d'études, mais de le renforcer par un incubateur dans le sens en fait où dans un même lieu, des personnes qui sont des enseignants, des chercheurs en sciences de l'éducation, mais des chercheurs spécialistes d'une discipline scientifique et des informaticiens peuvent collaborer pour déboucher sur des outils qui soient performants. Alors si on regarde aujourd'hui en fait où on en est en termes de perspective pour la classe de terrain, je dirais qu'on peut relier finalement les travaux qu'on fait aujourd'hui, où on est dans le souci en fait de relier les problématiques de la complexité au sens d'Edgar Morin, c'est-à-dire les éléments qui sont liés aux apprentissages. Et la classe de terrain, en fait, est un apprentissage qui est complexe de par sa structure et de par les objets qu'elle étudie. Alors il y a une approche, un axe qui est développé aujourd'hui dans l'équipe qui est finalement l'approche de l'articulation des disciplines et d'une approche codisciplinaire pour l'enseignement des sciences. Dans l'enseignement, on voit souvent une juxtaposition des disciplines qui ne se parlent pas ou des enseignements où finalement on ne sait plus exactement quel est le champ disciplinaire. Et les approches codisciplinaires, elles ont cette volonté de co-construction autour d'un objet complexe qui nécessite justement l'articulation de ces disciplines, mais en articulant l'épistémologie des disciplines, en essayant de voir quelle est la complémentarité en termes de connaissances, de démarches, d'objets. Alors, on a développé aujourd'hui ces travaux dans le cadre de la modélisation du cycle du carbone au lycée. On l'a travaillé aussi au primaire, dans le cadre des démarches expérimentales en biologie et en mathématiques. Et on voit qu'il y a un terrain pour réfléchir en fait en géologie, puisqu'en géologie, ne serait-ce que l'enseignant de SVT, en fait, il est obligé d'articuler différentes disciplines quand il est en géologie, en biologie, en botanique, mais aussi avec ses collègues de maths, de sciences physiques, de géographie, et de penser un peu peut-être, de réfléchir à l'articulation des disciplines dans le cadre des classes de terrain. Une autre piste qui est aujourd'hui un autre axe de travail fort de l'équipe aujourd'hui, c'est les jeux épistémiques numériques, en fait les apprentissages par les jeux épistémiques numériques. Donc ça c'est une réponse à l'appel d'offres de l'ANR apprentissage de l'édition 2013, donc qui a été retenu. Et c'est d'étudier le jeu, non pas les serious games et non pas le jeu en tant qu'artefact, en tant qu'outil, mais le jeu play, c'est-à-dire le jeu du côté des situations d'apprentissage ludique. Et ces situations d'apprentissage ludique pour la résolution de problèmes complexes, pour une approche par compétence. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, il y a 3 jeux qui doivent être développés et il y a notamment un jeu de piste pour la classe de terrain au lycée avec des usages de tablettes numériques, donc qui est en cours d'expérimentation qui débute cette année en fait. Voilà un petit panorama rapide autour de cet objet classe de terrain.
Merci. Des questions? Moi, j'en ai une par rapport, on avait effectué une recherche aussi au niveau de notre UFM avec des documentalistes, en disant effectivement le terrain, c'est un document comme un autre, puisqu'il va apporter de l'information. Et on s'est rendu compte qu'en fonction des outils qu'il y avait à disposition des élèves pour lire ce document, c'est comme quand on lit une partition de musique ou si on n'a pas les outils pour la lire, on est embêté. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça, selon le niveau scolaire, selon si on était en quatrième ou en terminale ou en première? Est-ce que vous avez fait des observations différenciées selon le niveau? Et est-ce que vous avez eu des moyens d'appréhender la difficulté qu'avaient les élèves de lire le document qu'était le terrain? C'est-à-dire vous présentiez des exemples où on voyait du blocophage, etc. Quels étaient les outils des élèves pour reconnaître les numéros, par exemple? Alors c'est effectivement la difficulté, hein, c'est tout le travail de construction de ce registre empirique et de pouvoir lire le terrain. L'idée, notre hypothèse est donc que de proposer un modèle scientifique, en fait, c'est un appui et c'est une façon de chausser des lunettes conceptuelles qui va permettre de focaliser sur la recherche d'un certain nombre d'indices, donc ça c'est déjà un élément. Mais si jamais je n'ai jamais vu de glaucophane, par exemple, je ne vais pas le reconnaître. Concrètement, dans le cadre de cette expérimentation qui était proposée, avant le travail de cartographie du terrain, il y avait eu un travail qui avait été fait en bas d'une falaise et un travail d'échantillonnage et de retravail autour de roches, mais de roches qu'ils connaissaient. Si jamais, l'idée c'est qu'en fait on ne peut pas lire le terrain si on va le découvrir. Et qu'il faut travailler sur les objets du terrain pour pouvoir aller les retrouver, et le travail étant après le travail de mise en relation, d'argumentation autour de tout ça, mais pas de découverte des objets géologiques, ou de tous les objets géologiques en tout cas. Et est-ce que vous avez fait des études différenciées? C'était toujours sur le même niveau ou c'était On a travaillé au lycée. Au lycée Oui, aussi. ouais, première et terminale. Bonjour, je suis retraité et j'ai participé avec d'autres à de la formation, et puis j'ai participé aussi à la découverte de l'informatique dans l'enseignement à partir des années 95-97. Donc je vois qu'on n'en est plus là. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Parce que là je vois qu'on fait des jeux. Ça pose un problème par rapport à l'enseignement. Est-ce que c'est un jeu ou pas? Alors, est-ce qu'on doit intéresser les élèves? Oui, mais on doit aussi ne pas leur faire croire que ça peut être aussi facile que ça en est. Alors, il y a un premier problème, c'est ce que j'ai noté là, les élèves n'arrivent pas à faire la relation entre, c'est pas les faits, c'est les notions et les modèles. Non, 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 entre les données de terrain, entre les données de terrain et notre connaissance. Mais peut-être que les profs non plus. Faire porter la responsabilité de la non-articulation entre des données et des modèles, je crois que les adultes, on va parler des profs, mais que les adultes aussi. Une autre réflexion, c'est sur l'interdisciplinarité. Dieu sait si on s'est battu pour faire de l'interdisciplinarité depuis des dizaines d'années. Le problème, c'est est-ce que les autres profs, les autres disciplines, maths, physique, chimie, géographie, pourquoi pas, vont être disponibles à notre service? Ou est-ce que nous, on se mettra à leur service? Je ne crois pas que ce soit possible. Donc, pour moi, l'une des solutions, je ne dis pas que c'est la seule, ou la meilleure, c'est que nous, on puisse acquérir les bases des autres disciplines. On a parlé tout à l'heure de viscosité, par exemple, on parle de radioactivité, on doit dominer ces sujets pour pouvoir les enseigner. Et là, on comprendra, nous, directement, la relation entre les données et les modèles. Non. Vous avez souligné trois points intéressants. Je vais peut-être les prendre dans le désordre, en commençant par le dernier, la problématique de l'interdisciplinarité. Donc je pense que quand on essaye de travailler justement et de réfléchir dans notre équipe sur la codisciplinarité, c'est justement pour qu'il n'y ait pas une histoire de travailler à plusieurs disciplines avec une hiérarchie entre les disciplines,
et d'une discipline qui est au service de l'autre. Et si on travaille à plusieurs disciplines et que c'est toujours, entre guillemets, la même discipline qui est au service de l'autre, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ensuite, vous avez parlé, est-ce que c'est pas à nous d'avoir les connaissances? Si je place par exemple l'expérimentation qui est faite en classe de primaire, où finalement c'est le même enseignant qui enseigne les différentes disciplines. Donc dans ce qu'on a pu travailler, voire expérimenter, c'est que finalement les enseignants s'emparent très peu, même s'ils ont la maîtrise et même s'ils ont en charge l'enseignement de différents savoirs, quand ils sont dans une même discipline, ils s'emparent très peu des apprentissages possibles dans d'autres disciplines. En l'occurrence, je vous montrais des problèmes de croissance des végétaux. On voit que les mathématiques sont sollicitées à plusieurs moments et de différentes façons. Il y a une façon de sauter à pieds joints sur les mathématiques, de les utiliser directement en outil, sans chercher à savoir si les élèves finalement maîtrisent les savoirs mathématiques qui sont dessous. Alors que c'est une façon finalement d'identifier les savoirs mathématiques qui sont et de pouvoir les travailler. Et la codisciplinarité, on l'a réfléchi vraiment en termes de passage de témoins entre disciplines pour regarder un même objet, mais avec des apprentissages qui sont en jeu dans chacune des disciplines. S'il n'y a pas d'apprentissage dans chacune des disciplines et si on est finalement qu'au service, c'est sûr que ça ne marche, ça ne fonctionne pas en fait. Je voulais réagir sur les jeux play, et je pense que justement l'idée c'est... Alors ça c'est un travail qui est développé par Eric Sanchez, donc je ne vais pas en parler trop, mais de ce que je suis, puisque ça travaille dans mon équipe. La problématique n'est pas du tout justement de faire jouer, et justement de se dégager d'un instrument sur lequel on appuierait, mais c'est de réfléchir aux situations d'apprentissage qui sont en jeu. Et dans les situations d'apprentissage, soit l'élève peut savoir vers quel type d'objectif il tend, soit l'objectif peut être masqué dans une situation adidactique, ce qui ne l'empêche pas, finalement, selon comment la situation est construite, de développer des apprentissages. Et les jeux play sont orientés sur des situations adidactiques, en fait. Puis je crois que vous aviez un troisième point. Oui, je crois que vous redoutiez un petit peu les usages du numérique. Pas du numérique. Pas du numérique, mais de l'image numérique. Puisque là on voit des smartphones avec des écrans, l'image remplaçant la réflexion. Puisqu'on revient à Bouguer et puis le méridien et tout, peut-être que plutôt que d'utiliser un GPS, ce serait plus intéressant de leur faire faire, plutôt que d'utiliser un GPS, ce serait plus intéressant de leur faire faire depuis l'élémentaire, à la limite, des histoires de triangulation pour repérer une direction. Et ça peut se construire depuis le CP jusqu'au CM2, ça c'est possible. Naturellement, sans compliquer les choses, plutôt que de frapper sur une touche pour savoir où je me pose. On est d'accord. La réflexion, je pense que c'est plus important. On est d'accord. Si le numérique, c'est simplement vu comme ça n'apporte rien. Donc c'est justement la réflexion de qu'est-ce que le numérique peut apporter de plus comme apprentissage, ou c'est qu'il peut être au service des apprentissages. À la place. Et aujourd'hui, il est à la place de... C'est pas en plus, aujourd'hui... Oui, dans les dérives, il y a des dérives absolues où il se situe à la place du réel, à la place de la réflexion. Mais tout l'enjeu du travail qu'on essaye de développer, c'est justement cette réflexion pour qu'il soit au service des apprentissages et non pas qu'il soit ce qu'on voit. Quand vous parlez d'un GPS, si c'est simplement pour faire un relevé, c'est pas très intéressant, mais c'est l'occasion de savoir à quoi correspond un relevé GPS, et c'est quand même important dans la mesure où vous avez 2 élèves sur 3 qui ont un smartphone aujourd'hui et qui font des relevés GPS sans savoir ce que c'est. Donc on est bien obligé aussi de développer ces compétences chez les élèves, de savoir utiliser un GPS en sachant à quoi ça correspond. On ne peut pas mettre de côté non plus les outils qui sont dans la vie quotidienne, autant apprendre à les utiliser. Quand vous avez par exemple, les enseignants vont utiliser les modèles numériques qui sont sur Google Earth, si on les utilise tels quels et qu'on ne fait pas d'études critiques et qu'on pense que c'est simplement une photographie aérienne, c'est entre guillemets entre nous une vraie catastrophe. Quand on leur montre à certains endroits, vous allez sur les falaises au niveau de Cassis et vous avez la route qui comme par magie elle passe sur la falaise. Ça permet de remettre en cause et de dire c'est quoi qu'on est en train d'observer. C'est un modèle c'est pas la réalité. Par contre ce modèle il peut nous apporter et nous aider sur tel point. Donc c'est toute cette réflexion d'usage des outils qui sont à disposition du grand public et autant les utiliser à l'école pour justement savoir à quoi ils correspondent et en plus les utiliser comme levier pour les apprentissages. Pour la géologie, c'est assez simple, je reprends un peu la parole.
avant qu'il y ait une interrogation au bac sur la géole, il y avait eu un sondage, je crois que c'était fait par les IPR, entre autres, 80% des profs ne faisaient pas la géole. Donc ça pose un véritable problème, c'est-à-dire que les gens ne se sentaient pas capables de la faire, donc pas assez formés. Alors tout à l'heure, quand vous parliez de la relation entre enseignants, peut-être en secondaire, plus en secondaire qu'en élémentaire, enseignants-chercheurs, le problème c'est que les chercheurs ou les enseignants en fac et non plus au BRGM, etc., qui sont uniquement des chercheurs ou des CNRS, que dans leur parcours de carrière, la liaison pédagogique fasse partie de leur avancement de carrière, alors que maintenant c'est uniquement la publication. Ça c'est un sacré problème. Oui, on voit bien dans la problématique, il ne suffit pas de connaître parfaitement la géologie pour aller organiser une classe de terrain, et il faut réfléchir finalement comment la mettre en situation. Donc on voit bien l'articulation et la complémentarité de ces deux approches.